La trahison la plus pure ne vient jamais d'un ennemi, mais de la main qui vous tend votre médicament chaque matin. La cuisine était baignée d'une lumière crue, presque clinique. Madame Hélène Vernet regardait le verre d'eau posé sur le plan de travail en granit. À côté du verre, une petite coupelle en céramique contenait 2 comprimés. Un blanc, oblong pour sa tension, et un rose circulaire que son fils Julien lui avait prescrit pour ses troubles passagers de la mémoire. Il était 8 heures pile. Le ronronnement du réfrigérateur était le seul bruit dans la pièce, un bourdonnement électrique qui semblait accentuer le silence de la grande maison. Hélène prit le comprimé rose entre son pouce et son index. Elle l'approcha de sa bouche, puis s'arrêta. Elle ne l'avala pas. Elle le posa sur sa langue juste une seconde avant de le recracher discrètement dans son mouchoir. Une amertume métallique, un arrière-goût de craie et de soufre. Hélène avait travaillé 40 ans dans l'industrie pharmaceutique. Elle connaissait les molécules comme d'autres connaissent les membres de leur famille. Le médicament qu'elle était censée prendre était un neuroleptique léger. Mais ce goût était celui de la scopolamine à haute dose, un agent capable de plonger un esprit sain dans un état de confusion totale, de suggestibilité et, à terme, de démence apparente. Elle entendit le plancher craquer dans le couloir. Julien entrait dans la pièce. Il portait sa blouse blanche, celle de son cabinet de ville, impeccable. Son visage affichait une sollicitude de façade, un masque de fil dévoué que seule une mère pouvait percer. « Tu as pris tes vitamines, maman ?» demanda-t-il d'une voix onctueuse, presque enfantine. Hélène afficha un sourire vague, un regard un peu flou qu'elle avait commencé à travailler devant son miroir depuis 3 jours. « Oui, mon chéri, je crois. Je ne me souviens déjà plus si je l'ai fait il y a 1 minute ou 10. » C'est étrange, n'est-ce pas ? Julien s'approcha et lui tapota la main. Ses doigts étaient en froid. « C'est normal, maman. L'âge est un naufrage, comme on dit. Mais ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. D'ailleurs, maître Gauthier passera cet après-midi pour que tu signes ces documents dont nous avons parlé, pour la gestion de tes actifs, pour te soulager de ce fardeau. » Hélène hocha la tête avec une lenteur calculée. « Le fardeau ? Oui, l'assurance vie. C'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas, Julien ? C'est surtout une sécurité pour ton futur placement, maman, dans une résidence où des professionnels veilleront sur toi 24 heures sur 24. » Julien se détourna pour se servir un café. Il ne vit pas l'éclair de lucidité glaciale qui traversa les yeux de sa mère. Il ne vit pas qu'elle serrait son mouchoir dans sa poche, là où le comprimé rose commençait à se désagréger. Julien avait des dettes, Hélène le savait. Elle avait découvert les avis de relance pour ses pertes au jeu, cachés dans la corbeille de son bureau. Il avait besoin de ses 3 millions d'euros d'assurance vie, et il les voulait maintenant. Pas dans 10 ans. Il n'avait pas la patience d'attendre que la nature suive son cours. Alors il avait décidé d'aider la nature avec la chimie. Il pensait que sa mère était une proie facile, une vieille femme isolée dans ses souvenirs. Il oubliait qu'elle avait dirigé des laboratoires de recherche où l'on apprenait à neutraliser les poisons avant même qu'ils ne soient administrés. « Je vais aller me reposer un peu, Julien. Ma tête est lourde, murmura-t-elle. « C'est bien, maman, repose-toi. Le notaire sera là à 14 heures. Sois prête. » Hélène monta l'escalier, une main sur la rampe, feignant une démarche hésitante. Arrivée dans sa chambre, elle ferma la porte à clé sans bruit. Elle s'assit devant son ordinateur portable, celui que Julien pensait qu'elle ne savait plus utiliser que pour jouer au solitaire. Elle ouvrit un dossier crypté. Elle y transféra les enregistrements de la caméra miniature qu'elle avait installée dans la cuisine, cachée dans le détecteur de fumée. Sur la vidéo, on voyait clairement Julien sortir un flacon de sa poche et écraser une substance dans la boîte de médicaments de sa mère. Elle composa ensuite un message pour une ancienne collègue, une toxicologue de haut niveau. « L'échantillon arrive par coursier privé dans 1 heure. Analyse-le. J'ai besoin du rapport officiel ce soir. Le chasseur croit que le gibier est aveugle. Il va apprendre que le gibier a des dents. » Elle regarda par la fenêtre. Julien sortait de la maison, montant dans sa voiture de sport allemande, financée par un prêt qu'il ne pouvait plus rembourser. Il avait l'air satisfait. Il pensait avoir déjà gagné. Hélène Vernet reprit son souffle. Son cœur battait la chamade, mais pas par peur. C'était l'adrénaline de la riposte. Elle allait signer les papiers de Julien. Elle allait lui donner l'illusion du pouvoir, car c'était le seul moyen de s'assurer qu'il soit présent lorsqu'elle refermerait le piège sur lui, devant les autorités et l'ordre des médecins. Le premier acte était terminé. Le statu quo était rompu. Julien avait franchi la ligne rouge de la médecine et de la morale. Hélène s'allongea sur son lit, les yeux grands ouverts sur le plafond blanc. Elle attendait 14 heures. Elle attendait la fin de son fils. L'après-midi s'étirait comme une ombre menaçante sur les murs de la chambre.
À 14 heures précises, le silence de la maison fut rompu par le son de la sonnette. Un son court, autoritaire. Hélène Vernet, assise sur le bord de son lit, lissa sa jupe. Elle prit une profonde inspiration, ajusta son masque de confusion et descendit l'escalier avec une lenteur calculée, ses doigts effleurant la rampe comme si elle cherchait un appui vital. Dans le salon, Julien l'attendait. À ses côtés se tenait Maître Gauthier, un homme au visage de cire, dont les lunettes reflétaient la lumière froide du jour. Sur la table basse, entre les tasses de porcelaine vides, reposait un dossier de cuir noir. La mise sous tutelle simplifiée et la cession totale des pouvoirs de gestion de l'assurance vie. « Maman, voici Maître Gauthier, dit Julien d'une voix doucereuse. Il est venu pour nous aider à mettre de l'ordre dans tes affaires. Tu te souviens de ce que nous avons dit ? Pour ta sécurité. » Hélène posa son regard sur le notaire, puis sur son fils. Elle laissa ses lèvres trembler légèrement. « Je crois. Tout est un peu flou aujourd'hui, Julien. C'est le temps, n'est-ce pas ? Il fait si gris. C'est la fatigue, maman. Signe ici et tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de rien. » Le notaire ouvrit le dossier. Il ne regardait pas Hélène dans les yeux. Il lisait les clauses d'une voix monotone, un jargon juridique qui sonnait comme une condamnation. Il mentionna l'article 425 du Code civil, l'altération des facultés mentales constatée par certificat médical. Julien, en tant que médecin et fils unique, s'était lui-même chargé de fournir les premières observations cliniques pour accélérer la procédure. « Madame Vernet, comprenez-vous que par cet acte, vous confiez l'intégralité de la gestion de votre patrimoine et de vos décisions médicales à votre fils ?» demanda le notaire. Hélène fixa le stylo que Julien lui tendait. Un stylo plume en or, un cadeau qu'elle lui avait offert pour l'obtention de son diplôme de médecine. L'ironie était une lame tranchante. « Oui, murmura-t-elle, si Julien dit que c'est bien, il est docteur après tout. Il sait ce qui se passe dans ma tête mieux que moi. » Elle prit le stylo. Sa main trembla volontairement, griffonnant une signature hésitante, presque illisible, au bas des 3 exemplaires. Julien ne put réprimer un soupir de soulagement, un son presque animal. Il voyait déjà les 3 millions d'euros boucher les trous de ses comptes bancaires et financer son train de vie de prédateur social. « C'est parfait, maman. Tu as fait ce qu'il fallait. » Mais le véritable incident déclencheur ne fut pas la signature. Ce fut ce qui suivit. Une fois le notaire parti, Julien ne prit même pas la peine de maintenir son masque de sollicitude. Il rangea les documents dans sa sacoche avec une brutalité nouvelle. Il se tourna vers sa mère, son regard n'était plus soignant, il était celui d'un propriétaire. « Écoute-moi bien maintenant. J'ai réservé une place au Clos des Ormes. C'est une unité sécurisée pour les patients atteints d'Alzheimer précoce. L'ambulance viendra te chercher demain matin à 8 heures. » Hélène sentit un froid polaire l'envahir. « Demain ? Mais... Julien, je ne suis pas prête. Mes affaires, mes souvenirs. Cette maison sera vendue, » coupa-t-il sèchement. « Elle est bien trop grande pour toi et j'ai besoin de liquidités pour stabiliser ma situation. Tu n'as plus besoin de souvenirs, maman. Tu as besoin de soins. Et moi, j'ai besoin de ce qui me revient. » Il s'approcha d'elle, l'odeur de son eau de Cologne envahissant son espace vital. « Et ne pense même pas à appeler qui que ce soit. J'ai fait couper la ligne fixe et j'ai pris ton portable, pour éviter que tu ne fasses d'autres crises de confusion au téléphone. Dors bien. C'est ta dernière nuit ici. » Il sortit de la pièce en claquant la porte. Le bruit résonna comme un coup de fusil dans la demeure vide. Hélène resta immobile dans le salon assombri. Le piège de Julien s'était refermé. Il l'avait dépouillé de son argent, de ses droits, de son identité, et maintenant, il s'apprêtait à l'enterrer vivante dans un asile privé où personne ne l'écouterait jamais. C'était la décision de trop. L'acte qui transformait une simple défense en une offensive totale. Elle attendit d'entendre le moteur de la voiture de Julien s'éloigner vers ses clubs de jeu habituels. Dès que le silence revint, elle se redressa. Son dos n'était plus voûté, son regard n'était plus flou. Elle monta dans son bureau secret, dissimulé derrière une bibliothèque. Elle sortit un 2e téléphone, une carte prépayée dont Julien ignorait l'existence. Elle appela un numéro qu'elle n'avait pas composé depuis 10 ans, celui d'un ancien contact de la sécurité intérieure, spécialisé dans les fraudes médicales et les empoisonnements. « C'est Hélène. Le certificat médical est signé. Le transfert de fonds est initié. Il a même programmé mon enlèvement légal pour demain. Tout est en place. » Elle marqua une pause, regardant le stylo en or qu'elle avait réussi à subtiliser à Julien avant qu'il ne parte. « Je veux que l'arrestation ait lieu demain matin devant l'ambulance. Je veux qu'il soit menotté devant ses confrères. Et assurez-vous que l'analyse toxicologique de mon sang soit jointe au dossier d'instruction. La scopolamine est encore dans mon système. Je l'ai gardée pour l'épreuve. » Elle raccrocha. Elle retourna dans la cuisine et se servit un grand verre d'eau.
pure cette fois. Elle regarda l'heure, 22h12. Julien pensait avoir signé son arrêt de mort sociale. Il venait de signer son propre mandat de dépôt. Pour lui, la nuit serait celle de la célébration. Pour Hélène, ce serait la nuit de la veillée d'armes. Принято. Мы переходим к части 3, развитие «но/поэтому». В этой главе ситуация начинает ускользать из-под контроля Жульена. Он считает, что победил, но механизмы, запущенные Эллен, превращают его триумф в череду необъяснимых и пугающих сбоев. Épisode 3, le retour de bâton. La nuit n'avait pas été celle du repos pour Julien Vernet. Elle avait été celle de l'ivresse et de l'arrogance. Mais au réveil, à 6h45, le champagne avait laissé place à une migraine acide. Il s'installa dans son bureau, prêt à vérifier le transfert des fonds sur son compte personnel. Il tapa son mot de passe. L'écran afficha un message en rouge, « Accès refusé, compte sous surveillance administrative ». Julien fronça les sourcils. Une erreur technique, pensa-t-il. Mais son téléphone commença à vibrer. Ce n'était pas le notaire, c'était l'ordre des médecins. Un message laconique lui demandait de se présenter à une audition d'urgence à 14h concernant des irrégularités dans la prescription de substances classées. « Impossible, murmura-t-il, personne ne peut savoir. » Il se précipita dans la cuisine. Hélène était déjà là. Elle était assise à la table, fixant le vide avec cet air hagard qu'il lui avait imposé. Elle semblait plus frêle que jamais, une ombre grise dans la clarté du matin. « Maman, tu as pris ton comprimé ce matin ?» demanda-t-il brusquement, sa voix trahissant une nervosité croissante. Hélène ne répondit pas tout de suite. Elle tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux semblaient perdus dans un brouillard épais. « Le rose ? Oui, je crois. » Il était doux, Julien. Comme un bonbon. Julien ne remarqua pas la précision du mot « doux ». La scopolamine pure n'est pas douce, elle est amère. Si elle était douce, c'est qu'Hélène avait substitué le comprimé par un placebo en sucre dès la veille. À 7h30, l'ambulance qu'il avait commandée arriva devant la maison. 2 brancardiers en uniforme blanc descendirent. Julien sortit sur le perron, le dossier médical à la main, prêt à sceller le sort de sa mère. « Elle est à l'intérieur, dit-il avec une autorité forcée. Elle est confuse, peut-être un peu agitée. Soyez ferme. » Mais au lieu d'entrer, les brancardiers restèrent immobiles. Une deuxième voiture, une berline banalisée, venait de se garer juste derrière l'ambulance. 3 hommes en civil en sortirent. L'un d'eux montra une plaque, police judiciaire. « Docteur Julien Vernet, nous avons un mandat de perquisition pour votre domicile et votre cabinet. » Julien blêmit. Sa migraine redoubla. « Une perquisition ? Sur quelle base ? Je suis un praticien respecté. Ma mère est malade, je m'occupe d'elle. Nous avons reçu un signalement concernant une tentative d'empoisonnement par voie médicamenteuse et une extorsion de signature sous emprise chimique, répondit l'officier. Une analyse en temps réel a été effectuée sur des échantillons prélevés hier par un laboratoire indépendant. Julien sentit ses genoux fléchir. Il se tourna vers la porte d'entrée. Hélène était là. Elle ne semblait plus confuse. Elle se tenait droite, les épaules carrées, le regard tranchant comme un scalpel. Elle tenait dans sa main son téléphone portable, celui qu'il pensait lui avoir pris. « L'imprudence est un vilain défaut pour un médecin, Julien, dit-elle d'une voix qui n'avait plus rien d'une vieille femme mourante. Tu as utilisé tes propres ordonnanciers pour acheter la scopolamine. Tu as laissé des traces numériques partout. Et tu as oublié que dans cette maison, c'est moi qui ai installé le système de sécurité. »« Tu simulais ?» bégaya Julien. « Je t'ai observé, répondit-elle froidement. J'ai regardé mon propre fils m'administrer du poison jour après jour. J'ai ressenti chaque vertige, chaque nausée, en attendant que tu commettes l'acte final. La signature de ce dossier devant notaire était le déclencheur légal dont j'avais besoin pour prouver l'intention criminelle. » Les policiers s'avancèrent. Julien recula, trébucha sur la première marche. Les brancardiers qu'il avait engagés pour emmener sa mère regardaient quand dans la scène avec un mépris non dissimulé. « Monsieur le docteur, dit l'officier en lui saisissant le bras, vous allez nous suivre. Vos comptes sont bloqués par le parquet. Votre licence d'exercer est suspendue à titre conservatoire. » Julien regarda sa mère une dernière fois. Il chercha une lueur de pitié, un reste d'amour maternel. Il ne trouva qu'une paroi de glace. « Mais l'argent, l'assurance vie, j'ai tout signé, hurla-t-il alors qu'on lui passait les menottes. « L'argent est à l'abri, Julien. Le notaire avec qui tu as traité hier soir, c'est un vieil ami de la famille. Il a préparé des documents qui n'ont aucune valeur juridique sans ma validation finale que je ne donnerai jamais. Tu as signé ton propre acte d'accusation, rien de plus. » L'ambulance repartit à vide. La berline de police emmena Julien, la sirène hurlante dans le quartier résidentiel paisible. Hélène resta sur le perron. Elle regarda le soleil se lever totalement.
Elle se sentait fatiguée, mais d'une fatigue propre, libérée. Elle rentra dans la cuisine, prit la boîte de médicaments rose et la vida méthodiquement dans les toilettes. Le piège s'était refermé. Mais ce n'était que le début de la déconstruction de la vie de Julien. Elle allait maintenant s'assurer que chaque brique de son existence soit démontée, une par une. Принято. Переходим к части 4. Смена ставок. В этой главе Жюльен, находясь под следствием, пытается использовать свои связи и адвокатов, чтобы выставить мать сумасшедшей манипуляторшей. Он еще не понял, что Эллен подготовила не только юридическую, но и социальную казнь. Épisode 4. La chute du masque. La cellule de garde à vue sentait le tabac froid et l'angoisse. Julien Vernet n'avait plus son air superbe. Sa chemise en coton égyptien était froissée, son visage couvert d'une ombre de barbe. Mais l'arrogance n'avait pas totalement quitté son regard. Accompagné de son avocat, Maître Valmont, un ténor du barreau aux méthodes douteuses, il préparait sa contre-attaque. « C'est une mise en scène », insistait Valmont devant les enquêteurs. Madame Vernet est une femme extrêmement intelligente mais sénile. Elle a orchestré ce délire paranoïaque pour punir son fils de vouloir la placer en institution. Les traces de scopolamine, c'est elle qui les a introduites dans son propre système pour simuler un empoisonnement. C'est un cas d'école de pathologie narcissique. Pendant ce temps, dans le silence de sa bibliothèque, Hélène regardait les informations locales. Le scandale commençait à fuiter. Un médecin renommé soupçonné de tentative d'extorsion sur sa propre mère. Elle éteignit la télévision. Elle n'avait pas besoin de bruit. Elle avait besoin de précision. Elle ouvrit un nouveau dossier sur son bureau. Ce n'était pas non plus des preuves de son empoisonnement. C'étaient pas les archives de la clinique que Julien gérait. Pendant des mois, tout en simulant la confusion mentale, Hélène avait piraté les serveurs de la clinique de son fils. Elle y avait découvert une vérité bien plus sombre que sa propre affaire. Julien ne se contentait pas de voler sa mère. Il surfacturait des soins inexistants à l'assurance maladie et réutilisait des implants périmés pour des chirurgies esthétiques low cost. À 14 heures, alors que Julien pensait sortir libre sous contrôle judiciaire, un nouvel officier de police entra dans la salle d'interrogatoire. « Docteur Vernet, de nouveaux éléments viennent d'être versés au dossier. Nous ne parlons plus seulement de conflit familial. Nous parlons de fraude massive en bande organisée et de mise en danger de la vie d'autrui. » Julien sentit son sang se glacer. « Quoi ? C'est impossible. Qui vous a donné ces accès ? » « Un envoi anonyme, docteur. Des centaines de gigaoctets de facturation interne et de registres de blocs opératoires. Votre cabinet est actuellement perquisitionné par les services de l'ARS. Le plan d'Hélène passait à la vitesse supérieure. Elle ne voulait pas seulement qu'il aille en prison pour l'avoir empoisonné. Elle voulait que son nom devienne synonyme d'infamie dans toute la profession médicale. Elle voulait qu'il perde tout, son argent, son titre, son honneur et la moindre possibilité de rédemption. Le soir même, Hélène reçut la visite de Maître Valmont. L'avocat de son fils n'était plus aussi sûr de lui. « Madame Vernet, nous pouvons encore arranger les choses. Si vous retirez votre plainte pour empoisonnement, mon client pourrait plaider la simple erreur de prescription. Nous pourrions étouffer les autres dossiers. » Hélène se servit un verre d'eau, le regardant comme si elle observait un insecte insignifiant. « Vous ne comprenez pas, maître. Je ne cherche pas un arrangement. Je cherche une autopsie. Mon fils a essayé de dissoudre mon cerveau. En retour, je vais dissoudre sa carrière. Sortez de chez moi avant que je ne demande à la police d'ajouter votre nom à la liste des complices pour subornation de témoins. » Valmont partit sans un mot. La défaite était déjà dans l'air. La nuit suivante, Julien, resté en détention provisoire à cause du risque de fuite lié à ses dettes colossales, réalisa que ses propres alliés se détournaient de lui. Ses associés à la clinique, paniqués par les preuves de fraude, déposaient une plainte contre lui les uns après les autres pour se dédouaner. Hélène, seule dans la grande maison, déplaçait les meubles. Elle enlevait tout ce qui appartenait à Julien. Ses trophées de golf, ses livres de médecine, ses photos. Elle jetait tout dans de grands sacs poubelles noirs. Le silence n'était plus celui de l'attente. C'était celui du nettoyage. Elle avait changé tous les codes d'accès de la maison, verrouillé les comptes restants et engagé une agence pour liquider la voiture de Julien garée dans l'allée. Il avait voulu faire d'elle une patiente sans voix. Elle faisait de lui un criminel sans passé. La partie devenait mortelle. Julien n'avait plus de carte en main. Il n'avait plus que les murs gris de sa cellule et la certitude que sa mère n'était pas la vieille femme qu'il avait cru manipuler, mais une ennemie totale, méthodique et implacable. Принято. Мы переходим к части 5, эффект ДНА/All is lost. Это момент окончательного крушения.
Жюльен понимает, что он не просто проиграл процесс, он перестал существовать как личность в глазах общества и собственной матери. Épisode 5, le néant clinique. La chute ne fut pas un grand fracas, mais un glissement lent vers l'oubli. 3 mois après son arrestation, Julien Vernet n'était plus qu'un numéro d'écrou dans une cellule de 9 mètres carrés. Le parquet avait alourdi les charges, tentative d'assassinat, fraude aggravée à la sécurité sociale et usurpation de fonction. Ses avocats, n'étant plus payés, avaient déserté le dossier les uns après les autres. Dans la salle des parloirs, l'air était saturé de l'odeur de sueur et de métal froid. Julien attendait, les mains croisées sur la table en formica. Il avait vieilli de 20 ans. Ses cheveux, autrefois impeccablement gominés, tombaient en mèches ternes sur son front. Il attendait sa mère. Il lui avait écrit chaque jour des lettres remplies de supplications, de fausses larmes et de promesses de rédemption. La porte s'ouvrit. Hélène entra. Elle portait un manteau de cachemire noir, d'une élégance glaciale qui tranchait avec la misère du lieu. Elle s'assit en face de lui, sans un mot, sans une émotion. « Maman », murmura Julien. Sa voix se brisa. « Merci d'être venue. Je savais que tu ne pouvais pas m'abandonner. Ils font une erreur, maman. Je peux tout expliquer. C'était pour nous, pour notre futur. » Hélène posa un dossier sur la table. Elle ne le regardait pas dans les yeux. Elle regardait le mur derrière lui, comme si elle observait une tache sur la peinture. « Il n'y a plus de nous, Julien. Il y a une femme qui a survécu à un empoisonneur, et il y a un homme qui va passer les 15 prochaines années derrière ces murs. » « Tu ne peux pas laisser faire ça, cria-t-il, avant d'être rappelé à l'ordre par le regard d'un garde. Je suis ton fils, ton sang. Le sang que tu as essayé de saturer de scopolamine, répondit-elle d'une voix monocorde. Le sang que tu as voulu geler pour quelques millions d'euros. Elle ouvrit le dossier. C'était l'acte de vente définitif de son cabinet et de sa villa de luxe. Tout avait été liquidé pour rembourser les victimes de ses fraudes médicales. Il ne lui restait rien. Pas un centime, pas un meuble. Même ses diplômes avaient été révoqués par le Conseil de l'Ordre. « J'ai tout racheté, Julien. Tes dettes, tes biens, tes souvenirs. Tout m'appartient désormais. Et j'ai tout donné à des associations de victimes d'erreurs médicales. Ton nom a été effacé de la façade de ta clinique. Elle s'appelle désormais Centre de soins Hélène Vernet. » Julien sentit un vertige le submerger. Le vide. Un vide absolu, noir et infini. Il n'était plus médecin, il n'était plus riche, il n'était plus un fils. Il était une anomalie statistique dans un système carcéral. « Je n'ai plus d'avocat, maman. Ils demandent des provisions que je n'ai pas. S'il te plaît, aide-moi juste pour la défense. » Hélène se leva. Elle remit ses gants de cuir avec une précision chirurgicale. « Ta défense est simple, Julien. Tu es coupable. Coupable d'avoir cru que mon amour était une faiblesse. Coupable d'avoir oublié que c'est moi qui t'ai appris la chimie. » Elle se tourna vers la porte. « C'est notre dernier parloir. J'ai déposé une demande d'interdiction de contact définitive. Pour ma santé mentale, comme tu le disais si bien dans ton faux certificat. Maman, ne pars pas, maman !» Julien se jeta contre la vitre de séparation, les mains frappant le plexiglas. Il hurlait, les larmes coulant sur ses joues creuses. Hélène ne se retourna pas. Elle franchit la porte sans un tressaillement, sans un regard en arrière. Lorsqu'elle sortit de la prison, l'air frais de l'hiver la frappa au visage. Elle respira profondément. Elle se sentait légère. Julien était vivant, techniquement, mais pour elle, il était mort le jour où il avait écrasé le premier comprimé rose dans sa coupelle. L'effet d'immobilisation totale était atteint. Julien Vernet n'était plus qu'un déchet organique dans une machine judiciaire impitoyable. Il avait tout perdu, son avenir, sa liberté, et la seule personne qui aurait pu le sauver. Принято. Мы завершаем эту хронику. Часть 6. Retribution и эпилог. Финальный акт — это не триумф силы, а триумф тишины. Жюльен получает свой приговор, а Эллен вот свою свободу. В этом мире больше нет места их общей истории. Épisode 6. Le silence des éprouvettes. Le verdict tomba un mardi pluvieux de novembre. La salle d'audience du tribunal correctionnel était comble, mais le bruit y était étouffé, comme absorbé par la solennité de l'instant. Julien Vernet, debout dans le box des accusés, ne ressemblait plus à l'homme qui, autrefois, dictait sa loi dans les blocs opératoires. Ses épaules étaient tombantes, son regard fuyant, fixé sur le bois usé du pupitre. La juge prononça la sentence d'une voix claire, sans aucune inflexion. 12 ans de réclusion criminelle, assortie d'une interdiction définitive d'exercer toute profession médicale ou paramédicale. La confiscation de tous les biens saisis fut confirmée. Julien ne dit rien. Il n'avait plus de mots, plus de cris. Il fut emmené par les gardes, le cliquetis des menottes étant le dernier son qu'il laissa derrière lui. Hélène Vernet n'était pas présente au tribunal. Elle n'avait pas besoin de voir sa chute.
Elle l'avait orchestré. 5 ans plus tard, la maison des Vernet était devenue un havre de paix absolue. Le jardin, autrefois entretenu avec une rigueur maniaque par Julien, avait retrouvé une forme de liberté sauvage, mais maîtrisée. Hélène, désormais âgée, passait ses journées dans son petit laboratoire personnel installé dans l'ancienne serre. Elle n'y fabriquait plus de poisons, ni de médicaments. Elle y créait des essences de fleurs, des parfums subtils qui embaumaient train l'air frais du soir. Elle reçut un matin une lettre officielle de l'administration pénitentiaire. Julien avait déposé une énième demande de remise de peine pour raison de santé. La lettre demandait si Madame Vernet souhaitait exprimer un avis ou une volonté de médiation. Hélène posa la lettre sur son bureau. Elle prit un stylo, le même stylo en or qu'elle avait récupéré le jour de l'arrestation. Elle n'écrivit qu'une seule phrase sur le formulaire de réponse. « La mémoire est une fonction biologique que Julien Vernet a tenté de détruire. Je lui accorde le droit de m'oublier, car pour moi, il n'est plus qu'une erreur de dosage dans une expérience passée. » Elle signa, plia le document et le mit dans une enveloppe qu'elle timbra avec soin. Le soir, elle s'installa sur sa terrasse avec une tasse de thé. Elle regardait le soleil descendre derrière les collines. Elle se sentait lucide. Sa mémoire était intacte, vive, presque trop précise. Elle se souvenait de chaque détail de la trahison, mais la douleur s'était évaporée, remplacée par une satisfaction froide, celle d'un travail bien fait. Elle avait transformé une tragédie familiale en une leçon de chimie fondamentale. Certains éléments, lorsqu'ils deviennent toxiques, doivent être isolés et neutralisés pour que le reste de la solution reste pur. Dans la prison de haute sécurité, Julien Vernet regardait les murs gris, hantés par l'amertume d'un comprimé rose qu'il n'avait jamais réussi à faire avaler. Il était vivant, mais son nom ne figurait plus nulle part, sinon sur une plaque de cellule. Hélène ferma les yeux. Le vent soufflait dans les arbres, un murmure régulier, apaisant. La vengeance n'était pas un plat qui se mangeait froid. C'était une formule que l'on équilibrait jusqu'à ce que le résultat soit égal à 0. 0 dette, 0 lien, 0 regret. Le silence de la maison n'était plus une attente, c'était une conclusion.